Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous échangé de la Fémise, dernier rendez-vous du mois de mai qui déborde un petit peu sur ce début juin, avec une question très concrète, comment allier l'encéphalomyélite myalgique et la vie de maman au quotidien? Donc ce matin, nous allons croiser plusieurs regards et plusieurs parcours de mamans vivant avec l'encéphalomyélite myalgique, l'organisation des journées, le pacing, la communication avec les enfants, le diagnostic parfois tardif, la vie de maman solo, mais aussi la place de l'entourage et de l'entraide. Nous commencerons par une présentation de l'association MADI, présente aujourd'hui avec nous, qui soutient les mamans et futures mamans touchées par des maladies chroniques ou un handicap. Puis Agathe interviendra sur le pouvoir du village, ainsi que Chloé, Elsa et Julie, au détour de situations différentes mais avec un même objectif, partager des pistes concrètes, réalistes et bienveillantes pour composer avec cette maladie dans la vie de famille. Encore une fois, merci aux intervenantes pour leur présence, pour leur confiance, et merci à vous d'être là ce matin pour ouvrir des pistes et réflexions autour de la parentalité dans le cadre de l'EM. Je vous rappelle que ce rendez-vous sera enregistré, disponible en replay sur YouTube. Et je vais laisser la parole, je crois, à Elsa pour nous présenter l'association. Encore une fois, merci beaucoup. Oui, bonjour. J'espère que mon micro fonctionne bien et que vous m'entendez bien. Super. Donc, merci à tous pour votre présence. On est vraiment ravis d'animer cette table ronde et de parler de ce sujet qui est si important, qui est comment allier l'EM avec la vie de maman au quotidien. Parce qu'on se rend compte finalement que c'est une maladie qui est très challengeante de manière générale et encore plus quand on est maman et qu'on doit gérer ses enfants. Moi, je suis la présidente de l'association MADI. On est une association qui est née en septembre 2023, qui accompagne tout type de mamans qui sont atteintes de maladies chroniques ou de handicap, qu'ils soient visibles ou non. En fait, notre point de départ, c'est de se dire que peu importe notre handicap, peu importe notre maladie chronique, on a des problématiques dans nos vies de femmes, de mères ou de futures mères qui sont similaires. Et en fait, on part du principe qu'on est toutes sur le même pied d'égalité et on est dans de l'entraide. Aujourd'hui, on a accompagné une centaine de mamans et on a une équipe de 10 bénévoles qui fait vivre l'association. Je vous ai mis en dessous notre site internet et notre page Instagram si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Pourquoi on va parler de ce sujet? C'est qu'en fait, au niveau de Maddy, parce qu'en fait, au départ, déjà, Maddy est née suite à une amitié, celle entre Chloé et moi. En fait, Chloé et moi, on s'est rencontrés pendant nos parcours de santé respectifs. On avait le même coach en sport adapté. Et puis après, on est devenus maman à peu près au même moment. Et quand on est devenu maman, on a eu la chance en plus toutes les deux d'avoir des bébés RGO. Donc en fait, on avait des nuits très longues et on était très seuls. Et en fait, en discutant toutes les deux, à l'époque, on n'avait ni l'une ni l'autre le diagnostic de M d'ailleurs. On s'est rendu compte que c'était très très difficile de tenir le coup avec les nuits hachées, la fatigue chronique, parce qu'on parlait plutôt de fatigue chronique au moment-là. Et en fait, moi, je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un vrai manque, il y a un manque dans l'accompagnement de nous, quoi. On a l'impression qu'on est c'est les seules femmes dans ces situations. Et finalement, ça nous renvoie vers une sorte de culpabilité, l'impression d'être des mauvaises mères, l'impression d'être des mères incapables. Et en fait, en discutant avec Chloé, Chloé qui a quand même une grande communauté, Chloé m'a dit, bah en fait, moi j'ai des questions tous les jours sur ces sujets-là. On est loin d'être seul dans ces situations, on est loin d'être seul face à ces problématiques. Donc faisons quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a créé Madi. Et en créant Madi, on a recherché des chiffres. On s'est rendu compte qu'en France, il y avait zéro chiffre sur les mères en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques, où vraiment il faut fouiller. Mais en recroisant toutes les données qu'on a trouvées, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près une mère sur cinq qui est concernée par ces sujets. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est important pour nous. Et c'est notre sujet cœur au sein de MADI, d'améliorer les parcours de maternité des femmes atteintes de maladies chroniques ou de handicap. Hop. Aujourd'hui, on va parler de M, on va parler de maternité. C'est un espace de pair et danse qu'on vous propose et de partage d'expériences. On va parler aussi des pistes concrètes qu'on a mis en place via nos vécus personnels. On est vraiment sur un moment
qui est bienveillant, sans jugement. On fait attention à s'adapter aussi au vécu de chacune. On n'est pas du tout sur une consultation médicale ou paramédicale, c'est juste pour redonner le cadre, ou des recommandations de professionnels de santé. En fait, je pense que vous le savez, vous aussi, en tant que personne atteinte de M, on est beaucoup sur du try and learn. On essaye des choses, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, et on essaye d'améliorer notre quotidien, récupérer un petit peu d'énergie par-ci par-là. Donc, on n'est pas du tout sur une vérité universelle. On veut juste vous montrer ce que nous, on a mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis après, en se disant peut-être qu'à terme, on arrivera à améliorer la situation d'autres mamans. Et donc, au niveau de nos intervenantes, donc il y a moi, là, en haut à gauche. Je suis maman de deux garçons de 4 ans et de 1 an et demi. Je suis atteinte de M, de SAMA, d'endométriose, d'adénomiose. Mon endométriose et adénomiose, ça a été la première chose qui a été diagnostiquée, mais après 15 ans d'errance médicale. Et j'ai été diagnostiquée de M et SAMA après la naissance de mon deuxième garçon, alors qu'en fait, ça fait déjà 6 ans que je vis avec. Mais mon état de santé c'est carrément aggravé après la naissance de mon deuxième garçon. Après, il y a, bah, je vais laisser peut-être vous présenter les filles. Peut-être Chloé, si tu veux te présenter rapidement. Oui, bonjour. Alors moi, je suis la marraine de l'association Madi, puisque comme Elsa le racontait, on s'échangeait par WhatsApp, on se faisait des vocaux à pas d'heure ou des messages écrits parce qu'on était un petit peu au bout de notre vie et on s'est dit, faut vraiment faire quelque chose. Moi, je me sentais pas du tout capable de le faire, donc j'ai soutenu Elsa, je l'ai encouragée parce que je trouve qu'elle mène très bien tous les projets. Je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans et demi et qui est très intense, très mignon et très intense à la fois. Je vis avec, j'ai des troubles du spectre autistique, une encéphalomyélite myalgique et des troubles neurologiques fonctionnels et tout ça a été diagnostiqué après plus de 22 ans d'errance médicale et d'autres diagnostics erronés. Je laisse Merci, la parole à Julie. Chloé. Oui. Merci Chloé, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Julie, je suis vice-présidente dans l'association. J'ai rejoint Elsa sur ce projet en novembre 2023. À ce moment-là, je venais en fait d'avoir ma petite fille qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Et donc au niveau de mes pathologies, je suis atteinte d'une neuropathie des petites fibres, d'adénomiose et d'encéphalomyélite myalgique. Et tout ça m'a été diagnostiqué après à peu près 11 ans d'errance pour ce qui concerne la neuropathie. Et l'adénomiose et l'EM, c'est tout frais puisque le diagnostic n'a que quelques mois. Agathe, je te passe le micro. Bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle Agathe. J'ai été trésorière de l'association Madi pendant une année. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré l'association. J'ai repris le travail et du coup je pouvais pas être sur tous les fronts, donc je suis plus trésorière, mais je continue à être bénévole et à être membre de l'association Madi. Donc moi je suis maman d'une petite fille qui a 9 ans. Et je suis atteinte d'encéphalomyélite myalgique, SAMA, dysautonomie, et je me rends compte que mon errance médicale a été un petit peu moins longue que la vôtre finalement. Voilà, diagnostiquée au bout de 5 ans d'errance. Voilà. Je me permets de vous couper avant de reprendre. Elsa, la slide saute. Ça nous fait un effet visuel. Est-ce que peut-être sortir du mode plein écran pourrait être une solution? Est-ce qu'on peut essayer de tenter comme ça? Si c'est OK pour Euh, toi. oui, je suis Je vais voir si tu... désolée pour le Non, bug. non, il n'y a pas de souci. Merci C'est mieux beaucoup. comme ça? Ouais, si ça te va. C'est OK? Moi, ça me va, c'est bon. Super. Je te remercie, Elsa. Du coup, bah, j'enchaîne. Ok. Alors du coup, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu plus en détail de chacune de nos situations. On a essayé de réfléchir à apporter des témoignages complémentaires et éviter les redites parce qu'au finalement, il y a certaines choses qu'on a toutes testées et l'idée, c'est vraiment de vous permettre d'avoir des axes de réflexion différents. Donc il y a déjà, on commencera par le pouvoir du village, par Agathe. Ensuite, Chloé enchaînera et parlera de l'aménagement du quotidien et de la communication avec son enfant. Moi, je vous parlerai de diagnostic tardif et comment rebondir après un diagnostic en ayant deux enfants en bas âge.
Et Julie parlera de comment gérer en fait l'après-diagnostic et le pacing en étant une maman solo d'une enfant en bas âge. Et un petit rappel avant de commencer, vraiment, il faut bien prendre en compte le fait que chaque malade de M, chaque parentalité, chaque situation est vraiment différente. Nous toutes, on est atteintes de M à divers degrés de sévérité. On n'a pas toujours les mêmes défis. Il n'y a pas forcément de solution miracle, ou du moins, on ne l'a pas encore identifiée. Je garde espoir. Mais voilà, c'est seulement des pistes qu'on vous propose par rapport à l'aménagement de notre quotidien et les adaptations qu'on a pu mettre en place dans notre expérience et qui fait qu'on est peut-être un peu plus confortable aujourd'hui dans nos vies de maman. Et encore, ça dépend peut-être des jours. Donc, je vais laisser la parole à Agathe pour sa partie, le pouvoir du village et le lâcher prise. Oui, en fait, moi, je voulais juste faire une petite précision que mon témoignage, en fait, remonte au moment où on a diagnostiqué mon EM et où j'étais en situation de EM modéré plus, voilà, où j'étais vraiment alitée quasiment toute la journée. Voilà, moi, j'habite à Paris, dans une grande ville, au 4e étage, sans ascenseur. Donc vraiment, c'était compliqué de sortir de chez moi, même de me lever. Voilà, je ne pouvais plus aller chercher ma fille à l'école, je ne pouvais plus faire de sortie, je n'étais pas en capacité de faire le ménage, de faire à manger. Enfin voilà, donc ça s'est amélioré au fil du temps, mais voilà, mon témoignage se situe à cet endroit-là. Et ce que j'ai mis en place pour gérer ma maternité, le choix que j'ai fait moi, c'est vraiment de prendre soin de moi, en fait, de vraiment écouter mes besoins dans l'espoir d'améliorer mon état, qui passait aussi par une façon nouvelle de voir mon rapport au monde. Moi, j'avais toujours un peu dans un coin de ma tête la volonté que ça pèse pas trop non plus sur mon conjoint aidant, qui bien sûr est aidant quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'était quelque chose que j'avais au fond de ma tête. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Donc la première chose on va dire que j'ai dû faire, malgré moi, c'était vraiment de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise. Le ménage, il n'est pas parfait, il n'est pas parfait. Voilà, c'est pas grave. Le repassage, tout ça, j'ai complètement oublié. J'ai même plus de faire repasser chez moi. Enfin bon, bref, voilà. Quand je parle de linge, c'est par exemple, ma fille, elle a pris de l'autonomie pour s'habiller. Donc, parfois, il y avait des ronds avec des carrés, des trucs qui n'allaient pas trop ensemble. Eh ben, tant pis, c'est pas grave. À partir du moment où elle a un kawaii quand il pleut et qu'elle a des chaussures, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tant pis, c'est pas la plus mignonne et la plus jolie. Parfois, elle partait un peu avec des cheveux pas forcément. Vous voyez, j'ai des cheveux bouclés, elle a les mêmes, donc pas tout à fait présentable. Et ben, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, on va s'en sortir. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de travailler sur lâchons prise sur un peu cette idée de la perfection, de l'idéal un peu que moi je m'étais faite de maman parfaite en fait, et de la culpabilité aussi du coup que j'ai dû traverser, qu'on traverse je pense toutes, par rapport à un idéal qu'on se fait, voilà. Moi j'ai un peu cette image que ma psy elle m'a donnée, c'est que en fait, j'essaye de, par moment, traverser la culpabilité. C'est-à-dire que la culpabilité, je ne vais pas pouvoir l'enlever. En fait, elle est là. C'est un sentiment qui naît, qui est difficile de dire, bah non, tais-toi. Enfin voilà. Mais j'essaye de me l'imaginer en fait comme un espèce de gros nuage plein de pluie. Et puis, je la traverse. Alors, quand je la sens comme ça, je prends mon parapluie un peu imaginaire. Et puis, je me dis, allez hop, je traverse l'averse avec mon petit parapluie. Et je trouve que c'est une image qui m'aide, voilà, un peu à traverser ce sentiment qui est un peu désagréable. Mais voilà. Lâcher prise sur les repas. Voilà, donc moi j'ai fait des gros plans chez Picard. J'avais dans mon congélateur voilà, des plats tout prêts. J'ai pas cuisiné pendant très longtemps. J'avais des voisines aussi qui me préparaient à manger.
Donc voilà, donc j'ai lâché prise sur je cuisine tout moi-même. Voilà, j'ai fait un trait là-dessus. Euh, j'ai pour aussi lâcher prise par rapport à des principes où j'essayais que ma fille ne regarde pas trop de dessins animés. Voilà. Alors j'avoue que moi, pour mettre en place mon pacing, et ben voilà, hein, pendant mes temps de repos, par moment, quand ma fille, elle voulait pas s'occuper toute seule ou lire une histoire, écouter une histoire, par moment, et ben voilà, j'ai mis un dessin animé, bien sûr adapté à son âge, bien sûr pas trop long, mais voilà, j'ai lâché prise sur certaines choses que je m'étais fixée avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, je trouve pour moi, qui a vraiment été très important. Voilà, de souffler et lâcher prise par rapport à finalement des choses que je m'étais moi-même infligées, je veux dire, voilà. Donc voilà un peu sur cette idée de lâcher prise. Et alors, ce qui a été aussi très important pour moi, alors il se trouve que j'habite dans une grande ville, j'habite à Paris, donc voilà, je sais que toutes les situations sont difficiles, mais en tout cas, du coup, il y a du monde quand même autour de moi. Quand j'ai compris que je ne pourrais plus aller chercher ma fille à l'école, sortir le week-end, tout ça, vraiment, je me suis dit, mais comment, comment on va faire? Enfin, mon mari il travaille à l'autre bout de Paris, jamais il pourrait être à l'heure pour aller à l'école. Enfin, vraiment, pour moi, c'était impensable enfin, de trouver une solution. Je me suis dit, mais on ne va jamais y arriver, il va perdre son travail. Enfin, voilà. Et puis, en fait, petit à petit, en réfléchissant, en parlant avec les uns les autres, bah, j'ai fini par trouver des solutions qui me semblaient impossibles, mais qui finalement bah, ont quand même pris vie. Donc, en fait, j'ai mis en place toute une organisation pour la sortie de l'école. Alors, du coup, bien sûr, moi, j'ai la chance d'avoir ma maman qui habite pas très loin. Donc, elle a pris un soir, voilà, elle venait un des soirs de la semaine. Ensuite, je me suis rendu compte que mes voisins, ils faisaient pas mal de télétravail entre eux qui faisaient du télétravail, leurs filles qui terminaient l'école un peu plus tôt, certains jours et qui pouvaient aller chercher ma fille à l'école. Voilà, donc c'est mis un roulement en place avec mes voisins où chacun, quand il pouvait, donc aller aussi la chercher à l'école. Et j'ai aussi sollicité des parents d'enfants, en fait, qui étaient en classe avec ma fille. Comme en fait on habite un peu tous dans le quartier, je me suis rendu compte que certains, bah, dans leur trajet retour pour rentrer chez eux de l'école, en fait passaient quasiment devant chez moi ou vraiment pas loin. Et donc voilà, j'ai pris contact avec eux et donc il y a pareil un jour de temps en temps ou un jour par semaine, même pendant assez longtemps, un papa d'une copine de ma fille qui l'a ramenée à l'école. Euh, Ça c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup soulagée. Et du coup, de fil en aiguille, bah, cette espèce de communauté un peu autour de notre organisation, voilà, c'est étendu parce que du coup, bah, nos voisins de temps en temps, ils nous proposaient, voilà, quand ils allaient faire une sortie, bah, de la prendre pendant 2 heures, s'ils allaient à la piscine ou s'ils allaient au parc, j'en sais rien. Et puis pareil, les parents d'enfants, le week-end, ils allaient au parc, donc ils nous appelaient pour descendre et aller au parc. Et donc voilà. Et c'est vrai que pour moi, c'était important que ça repose pas totalement sur mon conjoint et que lui aussi, quand même, puisse un peu souffler par moment. Et donc, toute cette communauté a permis de, quelque part, un peu soulager ma maternité et de voir que voilà ce que moi j'arrivais pas complètement à faire avec ma fille et ben en fait elle sa vie de petite fille continuait et elle pouvait continuer à aller jouer avec des enfants, faire des sorties et voilà, donc c'était ça aujourd'hui mon, mon témoignage. Merci beaucoup, Agathe, pour tes mots et pour ton partage de ton village, finalement, que tu appelles aussi ta communauté. Et en fait, on parle souvent en tant que mère que c'est important d'avoir un village, qu'il faut un village pour élever un enfant.
Et je pense qu'il en faut au moins 10 pour élever un enfant quand la maman est atteinte de M. Mais c'est vraiment important de s'aider et ne pas hésiter à demander de l'aide. Je vais laisser la parole du coup à Chloé, qui va parler de son quotidien et comment elle l'aménage avec son enfant. Merci Elsa et merci Agathe pour ce témoignage. Vous allez voir que moi c'est un peu différent parce qu'on, pour le coup, alors je vis avec mon mari, mon petit garçon et mon petit chat, mais on n'a aucun relais. C'est-à-dire on n'a pas de famille à proximité. Ils sont à plus de 800 kilomètres. On n'a pas d'amis proches autour de chez nous avec des enfants du même âge ou qui peuvent prendre un relais. On est vraiment entre nous, on est vraiment isolés et en plus j'ai un petit garçon pour le coup qui euh, pour- l'impact de mes pathologies sur lui est quand même assez fort et donc c'est 100% maman. C'est-à-dire que même être avec son papa sans maman c'est dur parce que si c'est son papa qui va le chercher à l'école, sa première pensée c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a maman? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est couchée? Et en fait sa première pensée ça va être de s'inquiéter. Donc, c'est une culpabilité supplémentaire et c'est du coup d'autant plus important de communiquer sur la maladie. Euh, Là, vous avez en photo le livre Chronique, et alors c'est vraiment notre préféré pour le coup. C'est celui qu'il demande tout le temps. Alors à la maison, on a plein de livres partout parce que j'adore les livres et lui aussi du coup. Mais on a une étagère. Je fais tourner la plupart des livres. On a une étagère où ça tourne pas. Ou pour le coup, sur cette étagère, c'est vraiment euh, tous les livres, une sélection de livres qu'on a sur la maladie, sur les émotions, sur le vécu de choses un peu difficiles, sur les émotions qui cohabitent, sur la tristesse, sur la joie. Vraiment des choses où, quand il a besoin, il sait qu'il peut aller piocher dans cette étagère. Ils sont toujours dans le même ordre en plus. Et voilà, il va vraiment toujours vers chronique. Et parfois, il peut ne plus le demander pendant 3, 4 mois. Et d'un coup, il peut retourner le voir et le lire 10 fois dans la journée. Donc, ça nous aide beaucoup pour le coup à communiquer sur la maladie. Ça fait vraiment un outil de dialogue, en fait, un support. Les dessins vont permettre d'aborder un sujet où je vois que ça le travaille, mais c'est pas forcément facile d'en parler. Et le fait d'avoir le livre, ça l'aide énormément. Ce qu'on fait aussi pour l'aider à visualiser et aussi à se rassurer sur la maladie et sur le fait que je sois prise en charge, c'est de l'emmener chez le médecin ou chez le kiné avec moi. Alors chez le kiné, il adore ça. L'infirmier aussi, avant-hier soir, il était là. Alors il vérifie tout ce qu'il fait. C'est lui qui choisit, pour la petite anecdote, c'est lui qui choisit quelle fesse on me pique. Le jour de la piqûre, c'est tous les 15 jours, donc ça va. Et donc, c'est toujours lui qui choisit. Il se met vraiment, mais à ça de la seringue, l'infirmier est même obligé de lui demander de se décaler un petit peu. Et en fait, on sent que c'est comme s'il il reprenait un peu le contrôle sur une situation qui est complètement incontrôlable et qui lui fait peur. Et là, il lui dit, tu lui fais pas mal à ma maman, hein, tu lui fais pas mal. Il vérifie, il dit, pourquoi tu te mets un peu comme ça? Et là, c'est quoi dedans? Enfin, il pose plein de questions. Et en fait, l'infirmier est hyper chouette et ça le rassure énormément. Donc voilà, c'est des outils pour communiquer. On a aussi, vous voyez là, les 2 bols dont j'ai parlé sur Instagram pour les personnes qui suivent mon travail là-bas. C'était un conseil que la psychologue m'a donné pour le coup, pour moi, pour visualiser ma propre énergie. Quelle tâche me demandait quelle énergie parce que j'avais beaucoup de mal à visualiser. Donc je dépassais beaucoup mon seuil d'effort maximal. Et donc là, ça me permet moi de visualiser. Et en fait, c'est un outil que lui a aussi, il s'en est emparé. C'est-à-dire que ça nous permet à tous les deux de voir là, dans telle situation, ou même quand on s'énerve l'un l'autre, ou que, il y a un désaccord, qu'ils coopèrent pas et que ça m'énerve, on voit que voilà, ça, typiquement, cette situation, ça me fait perdre beaucoup de gouttes. Et donc, comment est-ce que je peux faire ensuite pour en rajouter, pour pouvoir continuer la journée, faire une activité avec lui? Et je lui montre, voilà, tu vois, il me reste plus beaucoup de gouttes. Donc, il faut vraiment que là, j'aille me reposer, me mettre dans le noir, dans le silence. J'ai besoin que tu écoutes une histoire, que tu t'allonges à côté de moi ou que tu joues à côté de moi, mais dans le calme, et hop, ça me permet de regagner des gouttes. Et en fait, le matérialiser comme ça nous aide pas mal
à nous adapter l'un l'autre en fait sur comment on interagit ensemble. On a aussi la roue des émotions qui est à côté de l'étagère avec tous les livres. Et là, il a beaucoup de mots pour verbaliser ses émotions. C'est quelque chose qui fait bien, mais parfois, il a juste pas envie de parler. Et en fait, il nous la demande tout le temps. Donc maintenant, même quand on part se promener sur l'après-midi, il emporte sa roue des émotions avec lui et il me montre quand il est pas d'accord, quand il est triste. Et il peut me dire à la fois joyeux et pas d'accord. Et ça nous permet d'en discuter. Ça nous permet aussi d'être honnête parce que souvent, il me demande et toi, maman, t'es où sur la roue des émotions? Et en vrai, c'est hyper dur à faire cet exercice. Mais c'est très utile. On a des petites cartes aussi. Il faut que vraiment je les finisse et puis que je les mette en téléchargement libre. Parce que parfois, il y a des situations où on n'arrive pas, on a le brouillard. Alors pour nous, je pense le brouillard mental et pour lui peut-être le trop-plein fait qu'on n'arrive pas à poser des mots sur certaines situations, sur ce dont on a besoin en particulier. Et donc on a des petites cartes. J'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'un moment tout seul, j'ai besoin d'être à côté de maman, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de voilà, de plein de choses. Et en fait, sortir la carte, parfois ça permet de couper court à un moment où on sent que peut-être on s'énerve parce qu'on se comprend pas. Et hop, et ben ça fait un moment de câlin ou un moment de jeu. Et en fait, on le questionne pas. À partir du moment où on sort cette carte, bah voilà, on a énoncé notre besoin. Alors moi, je suis pas toujours capable de répondre à un besoin, mais dans ces cas-là, ça permet aussi de le dire là tout de suite, je suis pas capable, mais plus tard. Et donc voilà, c'est vraiment nos petites astuces pour communiquer et avancer, surtout quand on n'a pas de relais et que donc on est vraiment, en fait, on est très très souvent que tous les deux. Et enfin, on a un rituel, notre petit rituel du soir, au moment du coucher où on est allongé et on raconte ce qu'on a aimé et parfois ce qui nous a déçus, ce qu'on aimerait garder comme souvenir pour plus tard de cette journée. Et et parfois, la maladie ressort et parfois pas du tout. Alors que, et c'est pas du tout en fonction de mon état, c'est-à-dire que parfois j'ai été mais quasiment couchée toute la journée et en fait bah, il note ce qu'il a aimé de la journée et ce qu'il a déçu ou ce qu'il a pas aimé et ça n'a rien à voir avec ma pathologie. Et puis il y a des moments où j'ai été beaucoup moins alitée et pour autant, il va avoir une grosse frustration dont il me fait part. Et c'est un moment où j'étais malade et j'ai pas pu faire telle action avec lui. Et ça me permet aussi, moi, de relativiser en me disant, bah, notre vécu intérieur, notre vécu intérieur est très différent du sien. Et, euh, et la maladie est là, mais c'est pas forcément ce qui va retenir. Et ça fait du bien aussi. Ouais. Sur l'aménagement du quotidien pour aider justement bah, pour quand je suis toute seule avec lui et que j'ai pas le choix, il faut quand même que on s'habille, on se débrouille comme on peut. Depuis vraiment tout petit, tout bébé. Et ses habits sont dans je sais pas si vous voyez, c'est les petits bacs Ikea basiques avec des tiroirs. Il y a trois petits tiroirs qui sont super faciles à ouvrir, qui sont un peu en transparence. Et dessus, j'ai mis un dessin avec les t-shirts, un dessin avec les pantalons, un dessin à un moment donné, c'était les couches, après c'était les maillots de bain, après maintenant c'est les sous-vêtements, etc. Donc comme ça, il sait exactement où prendre ses vêtements et il a été assez vite dans l'autonomie pour s'habiller. Pour la toilette, pour l'hygiène, on avait, pareil, ça c'est un petit hack, on voit pas trop la taille, mais c'est vraiment, sur ça fait, on voit pas forcément avec mes mains là. C'est vraiment comme un petit tabouret à hauteur d'un tabouret. Donc, c'est-à-dire que là, il a 3 ans et demi, maintenant, il est trop grand pour ça. Mais ça nous a beaucoup servi quand il était petit. Dès 9 mois, il l'utilisait pour se brosser les dents, pour se laver les mains. Alors, en fait, on a fait un trou dans dans le truc en bois, là. Pardon, j'ai perdu les mots. Et on a mis une gamelle, genre, c'est une gamelle pour chien au départ, hein, ça, qu'on a posée dedans et en fait on remplit d'eau, il se lavait les mains.
pour se brosser les dents, c'est pareil. Enfin, vraiment, c'est de la bidouille, c'est du bricolage et c'est super parce que bah, moi, je peux pas le porter pour que il soit à hauteur. Il était, quand il était trop petit pour monter sur les tabourets, pour pouvoir, même sur même la tour d'observation était trop basse pour le meuble vasque et tout. Donc, en fait, ça m'a vraiment bien aidé de tout mettre à hauteur, à sa hauteur. Euh, ouais, c'est vraiment super utile même dans la cuisine. Alors maintenant dans la cuisine, j'utilise mon rollator, le déambulateur à roulettes là. Et quand moi je suis pas dessus, c'est lui qui est dessus et c'est vraiment super pratique. Donc il y a plein de petits aménagements comme ça, même pour les déplacements. Vous allez voir. Page d'après. Ah non, les repas d'abord. Oui, bah alors les repas, du coup, il monte sur le rollator ou alors sur sa tour d'observation, qui est vraiment la plus belle invention qui soit. Et il faut savoir que du coup, comme en fait, c'est très compliqué pour lui de se séparer de maman, c'est très compliqué l'entrée à l'école. Donc, je vais le chercher tous les midis. Alors, on a choisi l'école d'après mes contraintes, c'est-à-dire que l'école publique, elle est dans notre rue, mais pour y aller, il y a une grande pente. Et ensuite, bah, ça veut dire qu'au retour, il y a une grande montée pour rentrer. Et donc, en fait, on l'a inscrit dans l'école privée qui est juste en face de chez nous. Et pour le coup, bah, c'est tout plat, quoi. Il y a pas de grande montée, de grande descente, etc. Donc, c'est plus facile pour moi et je vais le chercher tous les jours à 11h30. Donc, je le dépose à 8h30, je vais le chercher à 11h30. Je le ramène 2 fois par semaine à 13h30. 2 fois par semaine, il reste l'après-midi avec moi. Et je vais le chercher ensuite à 16h30. Donc, en fait, toute ma journée se cale autour du fait qu'il rentre déjeuner avec moi. Donc les déjeuners, les repas doivent être prêts. Donc là, un peu comme Agathe, j'ai beaucoup de surgelés. On fait du batch cooking ensemble quand on est en forme le dimanche. Il sait découper les légumes, il a les petits couteaux. Alors je sais pas si ça vous intéresse que je vous mette les couteaux qui coupent les légumes et pas les doigts. C'est bien pratique. Et donc il a ça depuis longtemps. Donc ouais, il est devenu vraiment très autonome sur plein de tâches comme ça. Et alors pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des critiques en me disant que je l'exploitais. C'est encore un peu dur aujourd'hui mais en vrai pas du tout. Enfin il gagne en autonomie, je l'exploite pas, je lui demande pas de me préparer à manger non plus. C'est juste on fait les choses ensemble. Et puis bah, même en me voyant faire, il a envie. En plus, il est curieux. Il a envie de couper des légumes. Donc bref, voilà, on cuisine ensemble. Hier, on a fait des madeleines ensemble que je congèle après. C'est-à-dire qu'il en a mangé pour son goûter. Il y en a aujourd'hui pour le goûter. Et le reste, bah, j'ai congelé, ce qui fait que je peux sortir des goûters. Et comme ça, j'ai pas à cuisiner tous les jours. Donc c'est vrai que là-dessus, ça marche bien. On a des routines repas aussi. Mardi, par exemple, c'est le premier mardi du mois, donc c'est pizza cabane. On se fait une cabane. Alors ça peut être juste un plaid par-dessus la table et en fait on se met en dessous et on mange une pizza. Voilà, on a quelques routines comme ça. Il y a des crêpes, la journée des crêpes, le samedi soupe, les trucs comme ça. Et en fait, ça me permet de pas me prendre la tête. Et tu peux passer, Elsa, à la slide d'après sur l'emploi du temps. Bah, du coup, tout tourne autour du fait que je le récupère à midi. Moi, je suis souvent en forme le matin, donc si j'ai un rendez-vous, bah, c'est le matin que l'organise. Par exemple, ce matin, bah, c'était important pour moi que ce soit le matin, sinon je pouvais pas participer à notre discussion. Et donc là, mon mari est resté à la maison, il est en télétravail aujourd'hui pour que il puisse s'en occuper ce midi et que je puisse récupérer. D'autant que c'est une journée où il va pas à l'école l'après-midi. Et on a un emploi du temps visuel avec des petits dessins. Oui, vous l'aurez compris, j'aime bien faire plein de petits dessins. Donc, comme ça, il sait à quoi s'attendre. On a des routines quand même très fixes. Moi, j'en ai besoin, lui aussi. Et ça nous aide en fait énormément. Et ouais, j'avais mis vraiment beaucoup de choses, je suis désolée, c'est très long pour l'occuper. Alors du coup, parce que je l'occupe beaucoup quand je suis allongée. Donc on a plein d'histoires audio, des jeux. J'ai aussi des lieux ressources, les lieux d'accueil enfants-parents pour avoir du relais comme j'ai pas de relais. Et parce que souvent, quand il est dans un endroit qui est pas la maison, et ben il est plus... euh,
un peu plus calme parce que plus curieux, plus dans l'observation et moins dans la sollicitation. Et moi, ça me fait du bien. On a aussi un café associatif juste derrière chez nous avec une ludothèque associative le vendredi après-midi et le mercredi après-midi. Donc le vendredi après-midi, comme il va pas à l'école, je l'amène là-bas. C'est toujours les mêmes enfants, ils sont trois ou quatre maximum. Et là, pour le coup, il peut vraiment courir dans tous les sens, jouer. Il y a une pièce insonorisée, donc moi, je peux aller m'allonger quand j'ai besoin là-bas. Enfin, c'est vraiment le lieu inclusif par excellence et ça fait du bien d'avoir des ressources comme ça autour de chez toi. J'ai aussi toujours un sac avec des petites activités qu'il connaît pas ou qu'il a pas sorti depuis super longtemps. Donc là, les jours super difficiles, je sors et puis la nouveauté fait que bah, ça le capte pendant un long moment. Et pour les déplacements, il sait que selon mon état, on n'a pas forcément, je peux pas forcément prendre la trottinette qu'il a envie de prendre, que parfois ça va être le rollator, parfois ça va être le fauteuil, parfois ça va être la poussette, etc. Mon rollator, il l'a appelé Hector, et du coup, vous voyez, il l'utilise même en chaise haute au resto, c'est hyper pratique. Ça nous permet de sortir, et franchement, c'est super pratique. Enfin, moi, ça me donne beaucoup, ça me redonne de l'autonomie et la possibilité de sortir avec lui, surtout que j'aime beaucoup sortir dehors parce que ça peut vite être long. À la journée, on adore rester à la maison, mais le fait qu'il me sollicite tout le temps, bah, c'est dur par exemple pour moi, et donc je vais sortir dehors avec le rollator et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, mais on reste autour de chez nous, hein. On s'éloigne pas, mais du coup, il y a pas mal de choses à faire. Ouais. Désolée, j'ai parlé longtemps. Je laisse Non, Elsa, non, je laisse le merci micro à Elsa. Chloé pour ton témoignage. Et je pense qu'on pourra peut-être partager en story quand tu te sentiras, et avec Pietro aussi, les petits tips visuels que tu utilises à la maison, parce que je pense qu'en tant que maman, on est très preneuse de ça et d'inspiration. Merci. Du coup, je suis très mal polie parce que du coup, c'est mon tour et après, ça sera seulement Julie. On aurait dû inverser les rôles, Julie. Mais voilà, du coup, je vais vous partager un petit peu mon parcours, c'est mon tour. Donc, moi, comme je vous disais en intro, c'est que j'ai été diagnostiquée de l'EM après la naissance de mon deuxième. En fait, j'ai basculé en EM, je pense presque sévère, à 6 mois postpartum de mon deuxième fils. Donc, ça a été vraiment très compliqué. J'ai passé des mois sans pouvoir parler et en étant alité. Euh, et en fait, j'ai essayé de réfléchir un peu comme un gars à une stratégie pour essayer de m'en sortir pour mes enfants et pour pas, en espérant, en gardant toujours l'espoir d'aller mieux. La première chose que j'ai mis en place, c'est de sensibiliser l'entourage parce qu'en fait, bah, comme vous le savez, c'est tellement invisible et tellement peu palpable que l'entourage a du mal souvent à comprendre aussi la gravité de cette maladie et l'incidence et les conséquences que ça peut entraîner. Donc moi, j'ai beaucoup fonctionné avec des vidéos de sensibilisation, notamment celle qu'on voit, la conférence TED que je trouve très bien sur le sujet. J'ai aussi parlé beaucoup en images. J'utilisais des codes couleurs. Je disais à mon conjoint quand je sentais que j'allais être pas bien. Bah, en fait, en général, j'étais soit vert, soit rouge, parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre l'évolution comment dire, de ma réserve d'énergie. J'ai mis beaucoup de temps à la visualiser et à me rendre compte en fait de ce qu'est-ce qui me prenait de l'énergie ou pas et à quel moment il fallait m'arrêter. Donc souvent j'étais oui, ça va, je suis vert et puis 15 minutes après, je suis rouge. Là, je vais dormir, je suis rouge, enfin je vais faire un pacing, je vais me reposer, voilà. Et en fait, en général, je faisais des crashs. Donc je passais mon temps à faire des crashs. Mais ça a beaucoup aidé mon conjoint à comprendre quand je parlais en code couleur. J'ai aussi, du coup, réorganisé complètement mon quotidien. En fait, finalement, ce diagnostic, qui est arrivé même peut-être un peu tardif, mais a été sauveur pour moi parce que ça m'a permis de me rendre compte aussi moi-même de la gravité de la maladie et de me dire, si je veux être là pour mes enfants, il va falloir que je reconnaisse mon état et que je prenne des mesures pour réorganiser toute la maison et en pensant vraiment que je suis en situation de handicap et en arrêtant de faire comme si il n'y avait rien. Donc j'ai essayé de déléguer au maximum tout ce que je pouvais déléguer dans ma journée. J'ai fait beaucoup comme Agathe aussi, j'ai beaucoup été sur le lâcher prise sur les enfants. On a des périodes un peu compliquées avec mon fils aîné.
Et en fait, moi, je choisis mes combats. Il y a des moments, voilà, je lâche prise carrément. Je garde toujours les mêmes valeurs éducatives, mais il y a des choses où je sais que, par exemple, s'il veut pas rester à table parce qu'il tient pas assis plus de 2 minutes d'affilée, et bah tant pis, s'il veut manger debout, il mange debout. Voilà, moi j'ai appris à lâcher prise et à arrêter de vouloir être la mère parfaite, la mère finalement parfaite, mais beaucoup dans le contrôle. J'ai appris à dire non et aussi à me défaire des relations qui me prenaient et qui me pompaient de l'énergie ou qui me faisaient du mal. Ça a été vraiment difficile pour moi de faire ça, mais aujourd'hui, je vais mieux aussi en ayant appris à fixer mes limites et à dire non. Je me suis rendu compte aussi en discutant avec Agathe qu'il fallait que je limite le stress le matin. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand, avant, en fait, on s'organisait avec mon conjoint, tout bêtement, c'est lui qui emmenait les enfants à l'école et chez la nounou. Et moi, je gérais, en fait, finalement, tout l'avant. Donc, je faisais petit déjeuner, je faisais les habits, etc. En fait, dans ma tête, c'était plus énergivore d'aller jusqu'à l'école que de les préparer en les restant sur place. Et en fait, on a inversé les rôles. J'ai testé une fois et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. En fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que lui, il gère complètement les enfants au niveau du petit-déj, l'habillement, etc. Et c'est moi, par contre, moi, pendant ce temps, je me lève vraiment tranquillement. Je prends le temps de me lever. Je prends le temps de prendre une petite douche, de presque même caler un pacing. Et après, je les emmène. Et en fait, ça me permet vraiment de commencer la journée plus slow et de moins me faire un gros pic et derrière un gros malaise post-effort. Et en fait, mon but, c'est de garder de l'énergie pour vraiment les activités plaisir et les moments spéciaux avec mes enfants. C'est comme ça qu'on appelle ça, les moments spéciaux, où vraiment on prend le temps d'être ensemble et de passer un bon moment ensemble en conscience. Et en fait, j'ai pareil qu'Agathe, finalement, j'avais vraiment pas envie que mon conjoint devienne trop mon aidant. Et, euh, et du coup, j'ai misé sur toutes les aides que je pouvais avoir. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir quand on est en postpartum et même pendant la grossesse, on a le droit à des heures via la CAF pour avoir une TISF. Donc, je sais plus ce que veut dire l'acronyme. Je crois que c'est technicienne d'intervention sociale et familiale, si je ne me trompe pas. Ça m'est revenu d'un coup. Ou une aide ménagère. Il ne faut pas hésiter à contacter la CAF pour ça, à moindre prix. Et je crois que c'est jusqu'aux 2 ans de l'enfant, si je ne me trompe pas. Donc là, moi, je suis encore dans les clous. Aujourd'hui, j'ai 2 interventions par semaine, repas et ménage. Et donc, j'ai quelqu'un qui me fait à manger presque pour toute la semaine en mode batch cooking. Et pour le ménage, pareil, je fais plus, j'arrive pas par exemple à faire les lits ou des choses comme ça. Tout ce qui est gros ménage, je délègue complètement. Donc aujourd'hui, ce qui me reste, c'est l'entretien de la maison, les rangements, les petits nettoyer les surfaces, enfin voilà, vraiment les tout petits trucs qui prennent pas trop d'énergie. Et bien sûr, mon conjoint participe activement aussi aux tâches ménagères, mais là finalement, c'est pas en tant qu'aidant, c'est en tant que mari et en tant qu'habitant dans cette maison également. J'ai misé sur la livraison de courses aussi. C'est pareil, c'est un service qui est souvent gratuit quand on a la carte handicapée et on n'en a pas toujours conscience. En tout cas, près de chez moi, c'est un Carrefour qui propose ça. Et aussi, j'essaye vraiment d'utiliser plus ma carte mobilité inclusion. Même, et ma carte, aujourd'hui, j'ai aussi la carte stationnement grâce au diagnostic de l'EM. Mais après, c'est très dur à utiliser. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être dans cette situation d'avoir peur des jugements. Enfin, moi, je sais que je me suis déjà fait agresser, insulter en utilisant le stationnement, en utilisant ma carte. Mais en fait, il faut quand même continuer à le faire parce que si on ne le fait pas, bah, on visibilise pas nos situations et aussi finalement, on s'aide pas nous-mêmes. Parce que en fait, il y a des moments où ça se passe très bien quand on l'utilise et en fait, il faut miser sur ce petit gain d'énergie. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Il ne faut pas hésiter à faire les demandes auprès de la MDPH, à insister, à faire des recours, à se faire accompagner. Il y a la possibilité d'être accompagné. Enfin, moi, je l'ai découvert aussi là pour mon dernier dossier MDPH après mon diagnostic. On peut être accompagné gratuitement via une assistante sociale, via la CPAM, si c'est notre régime de sécurité sociale.
Et en fait, elle nous aide carrément pour faire le dossier et nous dit à quoi on a le droit, etc. Il faut pas hésiter à se rapprocher aussi des associations de patients qui sont souvent qui peuvent aiguiller en fait sur les droits des marches. Enfin, je sais que nous, en tout cas, on accompagne les mamans au mieux là-dessus. Donc voilà, faut pas hésiter à essayer de solliciter tous les droits auxquels on peut avoir droit. Je répète 3 fois le même mot. Et après, j'ai réorganisé complètement mon quotidien aussi. Je suis atteinte de M, mais je n'arrive pas à faire mon pacing. En tant que maman, avec la charge mentale que j'ai et ma façon d'être, je n'arrive pas à faire mon pacing. Et je me fais disputer par mon spécialiste, mais j'y arrive pas. Donc je me dis, bah, je vais chercher une autre manière de faire pour quand même qu'il soit content de mon travail et que voilà, il veuille bien continuer à me suivre. Donc j'essaye de faire le pacing quand même dès que je peux. Mais je le fais pas bien. Je sais que je devrais faire 2, 3 fois par jour selon ses recommandations. J'arrive aujourd'hui 1 fois par jour. Et en fait, c'est OK. Déjà, j'essaye de pas me rajouter le stress de pas y arriver. Parce qu'en fait, c'est énergivore. Après, j'essaye de trouver des activités ressources qui permettent de me détendre autrement et qui me forcent à me poser et qui m'arrêtent mon cerveau qui ne s'arrête pas de cogiter en permanence. Et j'essaye aussi de raisonner, de me dire qu'est-ce que je peux économiser comme énergie pour mon corps autrement que le pacing. Et par exemple, moi, j'ai découvert que l'alimentation, c'était j'ai le mot anglais qui me vient, mais c'est insupportable de parler comme ça, mais c'est un gros game changer pour moi. Voilà. Et c'est vrai parce que j'ai changé d'alimentation il y a un mois et j'ai pris plusieurs mesures et j'ai aussi choisi de m'hydrater beaucoup plus. Et en fait, rien qu'en faisant ça, en changeant ça, j'ai divisé par 2 le nombre de malaises post-effort. Et en fait, je me rendais pas compte que mon corps passait son temps à digérer et prenait beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans. Et en fait, bien sûr, je me suis fait accompagner, mais en changeant ça et en changeant l'alimentation, j'avais pas mesure que ça pouvait m'aider à ce point-là à récupérer au niveau de l'EM. Et du coup, c'est pour ça que je vous le partage, parce que je me dis, si jamais il y a d'autres personnes comme moi que l'alimentation peut vraiment aider, je pense que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps à chercher des pistes, et alors que ça, vraiment, en un mois, j'ai vu une grosse différence. Donc voilà. Et puis après, je me suis équipée. J'ai acheté un fauteuil roulant. Ça me va aussi dans le fait de reconnaître en fait mon handicap et mes limites. Donc dès qu'on sort et qu'on fait des grosses sorties à la journée, on le prend. J'ai aussi acheté un vélo électrique qui me permet d'aller chercher mes enfants ou de les déposer à l'école, qui est pour moi, c'est moins fatigant pour moi que de marcher. Et eux, ils adorent. Ils sont dans leur petite charrette à l'arrière de moi, ils adorent. J'ai vraiment investi pour le pacing, donc bandeau boule qui est classique, mais casque anti-bruit aussi, parce qu'en fait, j'arrivais jamais à me déconnecter En fait, on a une maison à étage et en bas, j'entends les enfants qui se battent ou qui pleurent, ou du coup, j'étais tout le temps en hypervigilance. Et le fait d'avoir un casque anti-bruit, bien sûr, il y a quelqu'un qui est avec eux et ils sont pas tout seuls, mais moi, ça me permet de me couper. Et j'ai aussi un plaid chauffant, et en fait, le plaid chauffant, c'est vraiment pareil, ça change tout pour moi, ça me permet de rassurer mon corps et vraiment de me détendre. Et pour visibiliser mon énergie, moi j'utilise une montre connectée. Au début, j'avais une montre connectée que j'ai achetée très vite après mon diagnostic, qui était pas terrible. Et là, j'en ai une nouvelle où il y a l'indicateur body battery. Alors, je sais pas à quel point c'est fiable, mais moi, ça m'aide beaucoup. Parce qu'en fait, je regarde la batterie qui me reste. Je me dis, bon, bah là, il me reste 20%, il est 14 heures. Et tout à l'heure, on va chercher les enfants. Et bah, il faut que je me repose, en fait. Et du coup, ça me permet de m'auto-censurer et m'auto-réguler et de pas aller droit dans le mur. Et pareil, grâce à ça, je fais aussi beaucoup moins de malaise post-effort. Et après, je voulais parler très rapidement des enfants malades, parce que moi, j'ai la malchance d'avoir des enfants qui sont très souvent malades. Et cet hiver a été compliqué parce que mes 2 enfants ont été hospitalisés à différentes périodes. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand on a les enfants malades, en plus, en tant que maman, souvent, on a envie d'être présent. Et nos enfants ont besoin de nous, ont souvent besoin de leur maman. Moi, je sais qu'avec mon fils aîné, j'ai à peu près la même relation que Chloé avec son fils. Du coup, quand il a été à l'hôpital presque un mois, bah, il voulait que ça soit maman. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé de ma situation personnelle soignant.
j'ai insisté pour avoir un vrai lit. Avec la chance, ils m'ont trouvé une chambre avec un vrai lit pour moi. Parce que sinon, en fait, quand on est parent et qu'on est hospitalisé en pédiatrie, on sait que c'est une banquette. Et on dort sur une banquette qui est dure et qui est horrible. Non, il faut demander un vrai lit, c'est possible. Donc moi, ça a été mon cas. Ce que je faisais, c'était aussi, j'avais du relais. La journée, j'avais mon conjoint ou les grands-parents qui venaient pour me permettre d'aller me reposer et de couper aussi avec l'ambiance de l'hôpital et limiter en fait le gros malaise post-effort qui allait arriver après l'hospitalisation. Parce que merci l'adrénaline de tenir, mais en fait, on sait que derrière, il y a un énorme contre-coup. Et il ne faut pas hésiter à prévoir tout le confort possible à l'hôpital. Donc moi, généralement, j'arrive avec au moins 2 valises. Mais maintenant, j'ai l'expérience, en fait, je sais de quoi j'ai besoin. Bouillotte, plaid, coussin, mes médicaments, etc. Tout pour faire que je vais essayer de recréer le même confort qu'à la maison, mais en étant à l'hôpital, pour être la meilleure maman possible à ces moments où nos enfants ont autant besoin que nous. Et là, vous voyez peut-être au loin, j'ai pas hésité à prendre aussi la petite Tonise, qui est la petite boîte à histoires, qui permettait à mon fils d'écouter des histoires et que moi, ça me permettait aussi d'avoir des temps un peu plus tranquilles. Voilà, et après, pour quand c'est à la maison, essayer d'avoir du relais, mais j'entends que c'est pas toujours possible. Et quand c'est pas possible, déculpabiliser. S'il y a besoin de mettre des dessins animés, mettez des dessins animés. En fait, c'est OK. Votre enfant ne sera pas un mauvais enfant, vous ne serez pas une mauvaise mère si vous mettez des dessins animés à votre enfant. Voilà, après, il faut le faire en conscience, pareil, avec des dessins animés adaptés à l'âge. Il y a plein de choses maintenant aujourd'hui sur ça. Voilà, et puis après, n'hésitez pas aussi, enfin, les temps calmes, les temps au lit, tous allongés. Voilà, on voit la petite photo avec mes deux petits qui adorent aussi les livres parce que je suis aussi une grande lectrice. Voilà, j'ai aussi beaucoup parlé. Désolée. Pietro, on est en train de carrément déborder le timing. Alors, il nous reste a priori voilà, 5-10 minutes. Concernant les questions, finalement, il y en a peu. Il y a beaucoup de remarques et de retours, de demandes de conseils, de références qu'on pourra traiter aussi après. Donc, profitez aussi voilà, d'être là et de faire part de votre expérience. Ok, merci pour la rassurance. Et du coup, je vais laisser la parole à mon binôme, Julie, qui va nous parler des challenges qu'elle retrouve en tant que maman solo. Et moi, j'ai pas arrêté de dire qu'il fallait du relais, donc je pense que ton témoignage, il va être bien complémentaire du mien. Voilà, je te laisse la parole. Merci Elsa et merci Pietro. Donc moi, je vais me concentrer un peu plus sur mon expérience en tant que maman solo, puisque pour vous donner un petit peu de contexte, quand j'ai eu mon diagnostic donc en novembre dernier, novembre 2025, donc avant de savoir que c'était l'EM, on pensait que j'avais une fibromyalgie et du coup, il n'y avait pas de traitement particulier. Et donc finalement, en novembre 2025, j'ai enfin consulté un spécialiste efficace qui m'a diagnostiqué l'EM. Et donc en fait, à ce moment-là, j'étais séparée du père de ma fille depuis quelques mois. Et du coup, je vivais toute seule avec ma fille. Donc je vais me concentrer surtout sur cette période puisque maintenant j'ai à nouveau quelqu'un dans ma vie, mais on n'habite pas totalement ensemble non plus. Donc bon, en réalité, je suis quand même encore à moitié maman solo. En revanche, petite précision que je voudrais apporter. J'ai été maman solo et je le suis encore en bonne partie, mais je ne suis pas une maman isolée. Ce qui fait une très grosse différence. J'ai ma maman qui habite dans la même ville que moi et qui prend qui est en plus elle-même nounou, assistante maternelle. Donc depuis que Nora est toute petite, elle la garde 2 jours par semaine. J'ai ma sœur et ma belle-sœur qui, qui habitent littéralement juste en face de chez moi. On est dans la même résidence, quoi. Donc voilà, c'est des personnes sur lesquelles je compte beaucoup et ça fait une très grosse différence. Donc voilà, je voulais juste apporter un peu de précision là-dessus, puisque évidemment, c'est pas, ça simplifie quand même pas mal la situation. Alors, pour commencer, je voulais vous raconter un petit peu comment j'ai géré l'après-diagnostic immédiat. Puisque donc, voilà, je suis toute seule avec ma petite qui a 2 ans et demi et je reçois ce diagnostic de M. Et du coup, le docteur m'explique que bah voilà, je dois faire 3 pacings par jour et des pacings assez que
je parcourais du coup le chat, je voyais que Pietro, tu précisais qu'un pacing, ça peut se faire aussi autrement que voilà, en repos absolu. Bon, en l'occurrence, dans mon cas, c'est vrai que ce qui est préconisé, c'est un repos absolu 3 fois par jour et clairement avec une toute petite, c'est un peu compliqué. Donc en fait, j'ai essayé de faire un peu comme Agathe, c'est-à-dire que j'ai essayé de me créer un village pour, pouvoir prendre soin de moi, malgré la charge d'une enfant en bas âge. Donc j'ai commencé par augmenter un peu le temps de garde, de Nora, puisque, comme je vous disais, elle était déjà 2 jours, par semaine chez ma maman et donc en fait, j'ai demandé à ma sœur, si elle pouvait, la prendre, aussi un jour, par semaine, ce qui fait 3 jours par semaine du coup, où je ne gère, pas Nora, en journée. Et puis, j'ai aussi, sollicité mon entourage pour, déléguer les tâches les plus fatigantes. Par exemple, c'est ma sœur ou maintenant mon compagnon qui, vont me chercher mes courses. C'est, ma sœur, ou ma belle-sœur qui viennent, pour faire les tâches, qui sont pour moi énergivores, comme par exemple donner le bain à Nora si, je suis dans un jour, où ça va pas et où du coup c'est au-dessus de mes forces de donner le bain, à Nora. Donc voilà, des petites, solutions comme ça. Moi effectivement, je peux compter sur ces personnes que je connaissais déjà, mais c'est vrai que comme Elsa le rappelait, il y a aussi des solutions qui, ne dépendent pas, du fait d'être isolé ou pas, comme par exemple les livraisons de courses, on peut se faire livrer ses courses, aussi, par un service, quoi. Un deuxième aspect sur lequel j'ai essayé de travailler, après le diagnostic, ça a été, d'expliquer les choses le mieux possible à Nora, donc ma petite, et essayer de l'aider à visualiser, en fait. Puisque évidemment, c'est déjà pas simple, d'en parler entre adultes, mais alors avec, une toute jeune enfance, ça devient vite, compliqué, de rentrer dans le détail, de la maladie, des symptômes. Donc j'ai enrichi notre bibliothèque, comme Chloé, on est très livre ici, on a une belle collection sur les émotions, voilà et du coup, j'ai pas mal enrichi ma collection, autour de tout ce qui est maladies chroniques, douleurs chroniques, fatigue chronique. Donc là, je vous ai mis comme exemple, le livre de Tamara Pellegrini, Ma maman, a une maladie invisible, mais moi je la vois qu'on aime bien ici. J'utilise aussi des petits outils visuels. Alors, je sais pas dessiner, donc je pioche dans ce qui existe déjà. Donc là, par exemple, je vous ai mis comme exemple, la petite roue, de l'état, de fatigue, qui est disponible sur le site de l'AF, SFC. Et puis quelque chose qui nous a pas mal aidé avec Nora, c'est de mettre des alarmes pour les pacings. À la base, c'était vraiment pour moi parce que sinon je m'arrêtais pas en fait de faire ce que j'étais en train de faire pour faire mon pacing. Et en fait, c'est devenu vraiment un automatisme pour elle aussi. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui où j'ai plus ces alarmes parce que ben, c'est bon, c'est rentré dans ma routine de faire mes pacings. Et bien en fait, dès que mon téléphone sonne, dès que mon minuteur sonne pour la cuisson des pâtes, par exemple, elle réagit tout de suite en disant ah maman dodo, et elle va me chercher mon masque et mes boules caisses quoi. Donc c'est vraiment rentré dans notre quotidien ce besoin que j'ai de me reposer régulièrement. Un dernier aspect que j'ai essayé de travailler après le diagnostic, ça a été d'anticiper au maximum, les besoins liés à la maladie pour vraiment pouvoir, les caler sur des moments où justement je n'ai pas Nora avec moi. Par exemple, évidemment, tous les rendez-vous médicaux, c'est très rare qu'elle m'accompagne à un rendez-vous médical. En revanche, je lui en parle, elle sait où je vais, enfin d'ailleurs, là aussi à chaque fois que je lui dis que j'ai un rendez-vous, si jamais je précise pas, dans sa tête, c'est toujours rendez-vous kiné et par exemple, c'est aussi, remplir le pilulier. Clairement ça me prend 2-3 heures par mois et du coup, je fais ça au calme, un jour où je suis pas trop fatiguée, où j'ai pas Nora près de moi, voilà. Donc ça, c'est des choses, que j'adapte, en fonction de son emploi du temps à elle, finalement.
Merci pour les slides, Elsa. Je voulais aussi vous parler rapidement de comment j'essaie de gérer le pacing quand je suis toute seule avec elle, ce qui est la majorité du temps en fait. Donc, comme je vous disais, je suis censée faire 3 pacings par jour, répartis, voilà, un la matinée, un l'après-midi, un en début de soirée. Clairement, j'arrive très rarement à faire les 3. Globalement, je suis plus à 2 par jour et même 2 par jour, en fait, ça demande quand même un certain nombre d'aménagements. Alors les premières choses que j'essaie de faire, c'est qu'en fait, tout l'appartement dans lequel on vit avec Nora est adapté à elle et sécurisé. Par exemple, les prises de courant sont sécurisées, il y a rien de dangereux à sa hauteur, tous mes médicaments sont en hauteur, enfin voilà. Tout simplement pour me rassurer moi, je sais que voilà, je peux faire mon pacing pendant 10, 15, 20 minutes, même si, elle essaie d'explorer pendant ce temps-là, il pourra rien se passer de très grave. Elle pourra faire un peu de casse, mais elle va pas se mettre en danger, quoi. Donc déjà ça me permet de faire mon pacing quand même à peu près en étant sereine. J'essaie de beaucoup lui expliquer et de réexpliquer très régulièrement les choses et donc l'importance pour moi de me reposer. Donc je lui explique que voilà, je suis fatiguée, je vais aller me reposer 10 minutes. Entre 2 pacings, j'utilise du coup les ressources pour parler de fatigue chronique comme par exemple le livre de Tamara. Et puis après chaque pacing, quand elle a été calme et que j'ai pu me reposer, du coup, j'hésite pas à un peu en faire un peu des caisses, quoi, vraiment la féliciter, la remercier beaucoup de m'avoir laissé me reposer, voilà. J'avoue que quand elle est là et que je suis toute seule avec elle, c'est quand même compliqué de vraiment totalement lâcher et de faire un pacing vraiment hyper efficace pour vraiment mettre au repos totalement le système nerveux. Moi, j'avoue que j'aime bien qu'elle reste quand même près de moi. Donc en général, moi, je suis allongée sur mon lit et elle est assise à côté. Et en fait, ça me permet de, voilà, même en étant en demi-sommeil, je sens quand même qu'elle est là, que voilà, elle n'est pas en train de retourner la maison ou d'essayer de passer la barrière du balcon. Voilà, je sais qu'elle est là et que tout se passe bien pour elle pendant ce temps-là. Alors, pour l'occuper, puisque c'est quand même un peu le nerf de la guerre, j'ai pas mal de petites activités à lui proposer que je peux préparer parfois un peu en amont. Là, je vous ai mis en photo des petites activités toutes simples à base de gommettes que je lui prépare. En fait, juste je décolle l'entourage des gommettes, je lui recolle sur un papier coloré et comme ça, après, le jeu, c'est de remettre chaque gommette dans son nombre finalement. Voilà, c'est très économique. Ça prend quelques minutes à préparer quand je suis à peu près en forme. Et comme ça, ça peut l'occuper facilement 15 voire 30 minutes à n'importe quel moment de la journée. Et elle peut le faire totalement à côté de moi sur le lit. Donc elle lit beaucoup ses petits livres aussi. Elle a aussi des grosses perles qui l'occupent bien, qu'elle peut enfiler à côté de moi. Et puis ce qu'elle fait beaucoup aussi, c'est qu'en général, elle en profite simplement pour s'allonger avec moi et on fait un câlin. Et bon, forcément, c'est un peu moins reposant pour moi puisque elle bouge quand même un peu, mais voilà, c'est une autre forme de repos qui est très agréable aussi pour toutes les deux, je pense. Il restait juste un tout petit truc, je me dépêche. C'est que pour aussi la motiver en fait à rester calme pendant ces moments-là, parce que parfois c'est frustrant pour elle quand même. Elle a envie de faire autre chose, notamment de sortir. Elle aime vraiment beaucoup aller en extérieur. Du coup, j'ai tendance à lui donner ça plutôt comme un objectif. C'est-à-dire que
moi, il y a des moments où je sens qu'effectivement, la sortie ne va être possible que si je peux me reposer avant, sinon je vais juste pas tenir debout. Donc voilà, c'est le deal, quoi. C'est OK, on va aller faire une promenade, mais d'abord, je me repose 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, il faut que tu sois calme, sinon la promenade, ce sera pas possible. Donc voilà, on s'en sort comme ça, c'est un peu de donnant-donnant. Un point important que j'ai dû accepter, j'avais du mal au début et du coup, je trouve que c'est quelque chose d'important avec le recul, c'est qu'il faut vraiment accepter que quand on a un enfant, entre guillemets, dans les pattes, on ne pourra pas faire un pacing parfait, en fait. Voilà, elle a 2 ans et demi, elle fait beaucoup d'efforts, elle comprend beaucoup de choses, mais même dans cette situation, c'est quand même compliqué pour elle, de me laisser 15 à 20 minutes sans aucune sollicitation, que ce soit une sollicitation verbale ou une sollicitation tactile. Alors j'essaie de quand même les contrer au maximum, donc j'ai des boules caisses, c'est de la marque Alpine si vous voulez, regarder. J'ai un masque de nuit, donc voilà, ça évidemment, ça n'élimine pas totalement les sollicitations et de toute façon, je préfère ne pas les éliminer totalement pour me rassurer, pour savoir comme ce qu'elle est en train de faire, mais ça permet de les réduire et de ne pas empêcher, mon repos. Et ce que je fais aussi, c'est que, quand elle sollicite, une réponse de ma part, en fait, s'il y a pas d'urgence, si, c'est vraiment juste une sollicitation, voilà, parce qu'elle a envie de jouer ou autre chose, en fait, je choisis une phrase, très simple, très basique et je la répète en boucle. Et en fait, ça me permet de ne pas totalement casser, mon état de repos, puisque du coup, je réfléchis même plus en fait. Je lui dis juste, «Ben, là, je me repose et je te répondrai après» et je reste là-dessus. Ce qui fait que c'est tellement automatique qu'en fait, certes, je suis obligée de quand même parler. C'est pas un repos parfait, mais ça me sort quand même pas totalement, ça m'oblige pas non plus à réfléchir, à enclencher une interaction, trop énergivore. Pour finir, je voulais juste, heu, vous partager, c'est même pas un conseil ou une recommandation et encore moins une injonction, mais voilà, je pense que c'est vraiment important et je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, qu'il faut essayer de pas culpabiliser. C'est des situations qui sont compliquées, donc c'est pas la peine de se rajouter cette culpabilité, en plus et surtout, en fait, on projette aussi beaucoup, sur, nos enfants et sur, ce qu'ils peuvent réfléchir, penser et comment ils peuvent, voir les choses et finalement, ils peuvent aussi comprendre beaucoup de choses et notamment le fait que ces temps de repos qui peuvent nous sembler frustrants pour eux, finalement, ils sont nécessaires pour qu'ensuite on puisse avoir des temps de qualité avec eux et ça, ils sont totalement capables de l'assimiler et donc voilà, je vous ai mis un petit exemple du genre de propos que moi je peux tenir à Nora pour essayer de lui expliquer ça. Mais voilà, c'est quelque chose qu'elle est capable de comprendre, le fait que je suis malade, que je suis fatiguée, que c'est pas grave, il y a pas de danger pour moi, mais que voilà, il faut que je me repose souvent et que si je peux pas me reposer souvent, derrière, je vais pas pouvoir m'occuper d'elle aussi bien qu'on le voudrait toutes les 2, jouer avec elle, sortir se promener et cetera. Pour finir, on vous a mis du coup quelques-unes des ressources qu'on utilise et qu'on a évoquées, au cours de nos présentations. Par exemple, des albums pour enfants, donc là, on vous en a partagé, quelques-uns. Il y a un petit livre, Pendant que maman fait la sieste, qui parle pas spécifiquement de maladies chroniques, mais qui est assez mignon en fait pour encourager l'enfant à respecter les temps calmes et les temps de repos du parent, euh, mais tout en douceur pour le coup. Je vous ai mis aussi La couleur des émotions que j'utilise beaucoup avec Nora, chronique que Chloé a évoqué, et puis Ma maman a une maladie invisible que j'évoquais, et bon, je pense qu'il est dans à peu près toutes nos bibliothèques chez les filles de Maddy.
Et puis parmi nos ressources, on a aussi le groupe de soutien Entre Madis. Donc ça, c'est notre groupe WhatsApp de l'association Madi. On voulait vous en dire un petit mot rapidement, puisque c'est quand même une ressource importante pour nous, maman malade. Donc c'est vraiment un espace sécurisé où vous pouvez en fait retrouver d'autres mamans atteintes de maladies ou de handicap, pas uniquement de M, hein, toute pathologie confondue. Et vous pouvez en fait y avoir des discussions qui sont vraiment constructives et bienveillantes. C'est organisé par thématique en fait. Et du coup, vous pouvez parler aussi bien des problématiques que vous rencontrez avec votre pathologie, qu'avec votre enfant. Voilà, il y a énormément de sujets qui sont évoqués. Et c'est vraiment un espace très sorore et qui fait beaucoup de bien aux adhérentes. Je te laisse le mot de la fin, du coup, Elsa. Oui, bah, merci de nous avoir écoutés et merci d'avoir écouté nos témoignages. En effet, comme disait Julie, on a aujourd'hui un groupe de soutien qui est sur WhatsApp. Ce que je préciserais, c'est qu'aussi en fait, finalement, on se rend compte qu'on est nombreux sur le groupe à être atteinte de M. Et on s'en rend compte même au compte-gouttes. Mais voilà, moi, enfin, et puis là, vous le voyez de toute façon aujourd'hui, entre moi, la présidente de l'asso, Julie, vice-présidente, Agathe, ex-trésorière, Chloé, marraine. Enfin, je pense qu'on sait à peu près de quoi on parle. Et finalement, on se rend compte que même si les autres mamans ne sont pas atteintes de M, on a des discours qui sont vraiment complémentaires. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'association. Et maintenant, je laisse Pietro intervenir. Alors déjà, je voulais vous remercier voilà, énormément pour vos participations et vos témoignages et vos discours. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est voilà, moi j'ai gardé toutes les questions, les demandes, c'est qu'on les traite ensemble calmement a posteriori, qu'on produise une ressource à destination de nos adhérents et adhérentes. Je voulais aussi, il y a quelque chose qui me vient, parce que moi, dans mon histoire, je suis enfant d'une maman malade depuis toujours. Et en fait, ça peut être aussi intéressant, ça m'est venu comme ça en vous écoutant, d'aller questionner des enfants qui ont grandi. Et en fait, ce que je dis toujours, ce que je retiens, c'est pas forcément la maladie, en fait. C'est ce que j'ai pu vivre avec ma mère et ce que je retiendrai de peut-être parfois difficile ou négatif, n'est finalement que très rarement en lien avec la maladie et plus en lien avec ce que ma maman a pu être en tant que maman. Donc, c'est aussi pour dire que, et c'est ce que j'entends dans vos témoignages, tout ce que vous faites finalement pour vos enfants en tant que maman est précieux. Dans l'adaptation, vous adaptez beaucoup. Et pour ça, bah, déjà, merci. Merci encore une fois voilà, pour tout ce que vous avez transmis. On vous fera passer les informations. Euh, N'hésitez pas, voilà, on a 2 autres rendez-vous au mois de juin à vous y inscrire. Et puis, bah, on se retrouve dès que possible et on vous fournit les ressources si c'est OK pour vous dès que possible aussi. Sur ce, passez une belle journée, prenez soin de vous à votre rythme et on se retrouve à l'occasion. Belle journée.